Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Le show qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace depuis plus de 14 ans, il faut le faire. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, soit si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans moins d'une demi-heure, évidemment, je me ferai plaisir de lire quelques messages. On s'intéresse à cet autre dossier, mon cher Tamba. Évidemment, on part à Fria ce matin. Russell fait la loi au gouvernement. Et ce n'est pas abusé, hein, l'expression Russell fait la loi au gouvernement. J'ai envie de dire Russell fait sa belle au gouvernement guinéen. Mais Jacques, depuis il y a quelques jours, quelques jours en arrière, on s'était déjà intéressé à ce dossier. Nous évoquions cette flambée de poussière blanchâtre justement qui couvrait la ville. J'ai vu le reportage sur TV5. Justement, nous avons eu à ce moment-là à la fois la ministre, le directeur national chargé de ces questions environnementales, Jacques, qui a pu échanger avec lui, y compris avec le directeur préfectoral de l'environnement de la ville de Fria. Ouais. Pas mal de choses à entendre, ce sont des choses comme notre cher Djibril aimait à le dire, assez abracadabrantesques qu'on entendait à l'époque. Et puis tu vas juste te blesser ce matin pour ne rien. Bien, allez-y. Je m'en blesse même la gorge, mais vas-y. Allez-y Jacques, c'est très sérieux là. Allez-y. L'usine a repris en 2018. Ouais. Je vais revenir sur le cas des travailleurs puisque, bien entendu, à l'époque, lorsque le président de la République, au bout de plusieurs négociations, a décidé avec Russell de relancer, n'est-ce pas, l'usine, il y a deux questions qui étaient sur la table. D'abord, est-ce qu'il fallait revoir un peu l'aspect technique de l'usine pour pouvoir travailler? En ce moment, s'entourer de tous les garde-fous avant, n'est-ce pas, de redémarrer l'usine, parce qu'on se disait que l'usine est quand même, date quand même depuis longtemps. Il y a donc des équipements qui ne sont plus au point. Il fallait donc travailler peut-être à ce que tout ceci soit corrigé avant de reprendre du boulot. Ou alors, on veut sauver, n'est-ce pas, les emplois qui, depuis 2012, étaient donc abandonnés, et on sait tous les conséquences auxquelles les populations de Fria ont été confrontées. Il y en a qui sont morts, il y en a qui en ont souffert suffisamment. Je crois que l'option qui a été donc acceptée à l'époque, c'était de sauver des emplois, et donc la question environnementale, donc les conséquences environnementales que l'usine pourrait, n'est-ce pas, provoquer, le travail de l'usine pourrait provoquer, ont été... on ne dirait pas ignorer, mais minimiser, donc écarter. On a privilégié, n'est-ce pas, les emplois. Depuis 2018, cette envolée de poussière a commencé, n'est-ce pas, à se faire sentir. Donc, ça a commencé à se dégager. Il s'agit donc du filtre, de l'électrofiltre qui serait donc en panne. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a du travail, il y a de la poussière qui sort. 2018, c'était encore compréhensif. 2019, ça a commencé à prendre de l'ampleur. 2020, donc nous, l'année dernière, on a envoyé une équipe là-bas pour faire le constat. C'est devenu encore assez compliqué. Il y a non seulement des populations qui tombent malades, il y a également des cultures, il y a beaucoup d'activités maraîchères là-bas qui sont impactées par, n'est-ce pas, l'usine. L'année dernière déjà, il y a une mission qui a été dépêchée sur place, qui a fait le constat, qui a fait un rapport, mais le rapport est resté, n'est-ce pas, dans les tiroirs. Cette année encore, finalement, c'est la société civile qui a commencé à parler, qui a même les jeunes, nous avons eu un dans l'émission ici, qui avait annoncé la volonté des jeunes d'aller bloquer le travail, n'est-ce pas, de l'entreprise, tant qu'on ne trouve pas, n'est-ce pas, la solution à ce problème. Oui. Le gouvernement a donc été informé et va donc dépêcher une équipe. Composé de plusieurs départements. Le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, le ministère de la Santé, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ces cadres vont donc arriver à Fria jeudi, entourés des autorités régionales de Boké et de la préfecture, vont donc décider d'aller faire le constat à l'usine et de discuter avec la société Russell sur place. Arrivés devant le portail,
on leur bloque, n'est-ce pas, le passage, on leur dit carrément, vous n'entrez pas ici. Les autorités. Les autorités, je parle bien de cette mission qui a quitté Conakry, ensuite des autorités gouvernementales, bien sûr. Il n'y avait pas de ministre là-bas, mais quand même gouvernementale, puisque c'est une mission gouvernementale. Il y a le gouverneur, il y a le préfet. On bloque le passage, finalement on engage des discussions. Ils étaient obligés, puisque c'était jeudi, d'appeler Conakry, donc la ministre de l'Environnement, qui était, tous les ministres étaient en conseil des ministres. Finalement, quelqu'un va se détacher pour donner des instructions. On accepte que la mission puisse entrer finalement. La mission, on dit, bon, la mission peut entrer, mais les médias qui accompagnent, la mission ne peut pas entrer. On dit, mais les gens disent, mais nous sommes venus faire un constat. Après, il va falloir rendre compte au peuple. Et nous estimons que c'est normal que les médias puissent entrer. De tractation en tractation, ils finissent par accepter que eux, la mission et les médias puissent, n'est-ce pas, entrer. Ils entrent, on les met dans le bus et puis ils se mettent à avancer. Arrivé à un moment donné, ils s'arrêtent, ils disent, bon, vous pouvez, à partir de l'intérieur du bus, observer ce qui se passe. Mais à quoi vous jouez? Nous sommes venus pour constater ce qui se passe à l'intérieur du bus. On dit, vous n'êtes pas en sécurité, donc vous ne devez pas sortir. Mais vous-même, vous travaillez ici. Donnez-nous des outils de protection, des casques et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse descendre et aller vérifier ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'usine. Finalement, ils étaient obligés de craquer, quoi, parce qu'ils sont à l'intérieur du bus, à l'intérieur de l'usine, mais ils ne peuvent pas descendre pour aller constater des visu ce qui se passe sur le terrain. Les discussions en discussion, ils finissent par accepter. Ils commencent aussi à avancer à partir de 10 mètres. Ils leur disent, bon, c'est là-bas, il y a la panne. Et ils sont en train de travailler, l'électrofiltre est déjà là, et ils vont monter ça. Donc c'est à partir de 10 mètres que la mission gouvernementale a pu faire son observation. Le rapport n'est pas encore fait, puisque j'ai eu des discussions avec le directeur préfectoral de l'environnement, mais l'observation qui a été faite à l'intérieur de l'usine, c'est ça, à partir de 10 mètres. Et puis on leur a dit qu'il y a des techniciens qui travaillaient, des techniciens qu'ils n'ont pas pu rencontrer, des techniciens avec lesquels ils n'ont pas pu discuter, au moins sur la durée que cela pourrait prendre. Et si vous voulez, le résultat que cela pourrait donner dans de brefs délais ou dans le moyen ou le long terme. Parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui va se passer. J'ai posé la question, est-ce qu'il a été envisagé, puisque la panne reste là et les conséquences continuent de se faire sentir, est-ce qu'il a été envisagé d'un arrêt momentané des travaux de l'usine pour permettre, n'est-ce pas, à la société de régler définitivement le problème après commencer. On me dit, il n'a pas été question de cela. D'ailleurs, les discussions n'ont pas été approfondies. Donc, tout ce que la société a promis, c'est de diminuer la quantité de l'alumine dans l'usine, parce qu'on dit que c'est quand on atteint un certain niveau qu'il y a de l'envolée. Donc, c'est de diminuer la quantité pour permettre, n'est-ce pas, que le travail se fasse. Et ils ont fait le constat maintenant dans la ville, ils ont pu voir les souffrances des populations. Ce qui se passe là-bas, puisqu'il y a également la question des travailleurs. Je disais, depuis 2018, il y a des problèmes qui sont signalés. Et souvent, on a mis en cause, n'est-ce pas, l'État. On a mis en cause surtout l'inspection générale du travail qui a pris beaucoup de nos coûts ici. Il y a quand même beaucoup de problèmes qui avaient été signalés et vous avez bien compris qu'il y a le cas des retraités, il y a le cas de ces femmes veuves qui ont plusieurs fois manifesté et qui ont menacé même d'arrêter le travail de l'usine sur place. Tellement le problème a été discuté avec l'inspection générale du travail. Désormais, ces derniers, en mai 2021, étaient obligés de saisir le médiateur de la République. Je vais vous lire un peu ce qu'il essaye d'écrire, Dr Alia Camara. En réponse, j'accuse réception de votre courrier, je crois il parlait du médiateur de la République. En réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'effectivement, mon institution a été saisie par une commission de relance d'un courrier en date du 11 janvier 2021 relatif à la relance du dossier des retraités de Russal Frigia. Dans le cadre donc de ce courrier, des réunions ont été programmées respectivement le 20 janvier 2021, le 25 février 2021, le 4 mars 2021 avec les partis. Malheureusement, la direction générale de Russal Frigia ne s'est présentée qu'à la première réunion du 20 janvier 2021, au cours de laquelle d'ailleurs les questions du règlement définitif
et les pensions de retraite ont été discutées. C'est dans ce contexte que les femmes veuves de Fria ont aussi fait un sitting devant les installations de l'usine et à la préfecture en fin mars 2021. Je prends la conclusion. Au cours de cette réunion à laquelle nous avons pris part, toutes les préoccupations ont été soulevées. En réaction, les représentants de la direction à cette réunion se sont contentés d'une demande de report afin de rendre compte au directeur général pour décision. Depuis cette réunion, la direction générale des Rusal Frigia ne nous est pas revenue pour nous donner sa position. Lorsque nous avons voulu relancer le dossier, elle nous a informé qu'une bonne partie du personnel de direction était frappé par la Covid-19. Monsieur le médiateur de la République, la résolution de ces préoccupations à l'inspection générale du travail se heurte aujourd'hui à une position de la direction des Rusal Frigia qui nous interpelle. À ce titre, les efforts doivent être déployés à tous les niveaux pour les amener à régler ces questions de droit dans le cadre d'un dialogue franc et sincère. Ouais. Au fait, nous sommes en mai 2021. L'inspection essaie de dire à travers ce courrier qu'elle est désarmée. Ouais. Le problème de Rusal, qu'elle ne peut pas. Au fait, depuis la question des travailleurs, comment ça a été réglé? Il y a une assistance exceptionnelle qu'on accorde aux travailleurs, donc il n'y a pas de contrat. Et une assistance exceptionnelle d'1 million pour chaque travailleur. Pour des travailleurs qui étaient payés de simples techniciens à 2 millions et puis le plus payé quand même prenait jusqu'à 10 millions. Tout le monde est placé au même niveau, 1 million. Et il y a une société de prestations, Senta, qui est sur place, qui a donc signé des contrats à durée déterminée mais indéfinie. Bien. C'est comme ça on dit dans le courrier, qui paye entre 500 et 600 000 francs. Ça, c'est même pour les médecins. Les gens qui travaillent à l'ex-Péchiné, l'hôpital de renom de l'époque, c'est ceux qui le reçoivent, ils demandent des règlements, il n'y a pas de possibilité. Et le président Alpha Condé et son premier ministre d'alors s'étaient opposés carrément à l'installation d'un syndicat à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Et à Fria et ici à Conakry, la dernière fois nous avons assisté à une scène au port de Conakry. Lorsque les travailleurs ont voulu installer un syndicat, ils se sont opposés et ils n'ont pas pu le faire. Une question à se poser, Rusal est-elle au sommet, ou disons au-dessus de l'État guinéen? Voilà, allez, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Oui, justement, c'est pour dire que si Rusal fait la Java, si Rusal fait la Ribouldin, comme on dit en Guinée, c'est fort de quelque chose. Dans la deuxième partie, on abordera la question d'un nom, on va aborder un nom évocateur, ça va donner froid dans le dos, Victor Boyarkin. On en parle et ça a un lien avec l'entreprise. Voilà. Comment on peut bien enchaîner avec tout ça? Allez, on revient à 10h. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Mon cher Jacques Lewaleno, avec notre invité évidemment, qui s'est déjà installé dans ce studio, qui n'est autre que M. Kimoko Touré. Et il est avec nous, il est notre invité. Monsieur Touré, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Leno. Vous dites, on vous a amené avec beaucoup de pression, mais on l'a fait parce que vous êtes un peu consultant sur ces questions-là ici. On s'était entendu là-dessus. Consultant non rémunéré. Hein? Non rémunéré. Il faut que ce soit précisé. Non, c'est la transparence. Il n'y a pas de problème. Ne vous en faites pas. Il est pingre, Moussa. Oui, Moussa, il faut payer. Je vais payer. Je vais payer plus tard, après la transition. Alors, allez-y, Jacques. Le débat d'hier, il a commencé sur Fria, mais on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes partout, dans toutes les compagnies qui évoluent un peu dans notre pays. Nous voulons, pour commencer ce matin, que vous nous parliez par exemple de ce qu'il va falloir faire, parce qu'on ne va plus peut-être se mettre à critiquer ce qui n'a pas marché sous la gouvernance Alpha Condé, même si c'est normal pour situer un peu les gens. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour rompre avec tout ce qui a été fait jusqu'ici? Je vous remercie beaucoup. Je voudrais préciser que lorsque l'ami Guérassi m'a demandé de donner de temps en temps mon avis sur les problèmes miniers, nous étions encore sous l'ère Alpha Condé. Ouais. Et je lui ai dit que, compte tenu de mon parcours et des convictions que j'ai, eh bien, j'ai décidé de dire ce que je pense. Et puis, peut-être que je me retrouverai en prison, parce que c'était l'époque où on commençait déjà à retirer les passeports des gens et à venir chercher les personnes la nuit, parce qu'ils avaient exprimé des opinions qui ne concordaient pas. Ouais.
Donc, si tout le monde se tait, ça veut dire que ce sont les médiocres qui triomphent. Ouais. Et je crois 2 semaines après, il y a eu ce coup d'État. Ouais. Et depuis le coup d'État, je me suis abstenu d'intervenir. Pourquoi? Parce que c'était la course au poste. Ouais. Et je me suis définitivement interdit de courir à quelconque poste public, parce que j'ai plutôt l'angoisse d'une nomination. Ouais. Parce que me sentir responsable du bonheur ou du malheur de millions de personnes, pour moi, c'est plutôt angoissant et non réjouissant. Et quand j'ai vu... Est-ce que c'est une retraite que vous annoncez là? Moi, je suis un retraité éternel. Hein. Oui. Et de temps en temps, je m'exprime. Ouais. Mais j'aime ma liberté, tout simplement. Et aussi, j'aime mon pays. Et j'essaye, partout où je suis, de le servir le mieux possible, sans jamais me compromettre. Ouais. Je ne corromps pas et je ne suis pas corruptible. Donc, je me suis abstenu d'intervenir, parce que si j'étais intervenu avant la fin des nominations, on aurait pu penser que j'essaie de me faire entendre ou qu'on me remarque. Ouais. Donc maintenant que les nominations sont faites... Et même justement, on va essayer de tirer la langue. Est-ce que vous avez été consulté pour être PM? Parce que votre nom circule. Non, jamais. Jamais. Non, moi, je suis le PM du peuple. Des vrais gens, c'est bien dit. Bien. Non, donc, si vous voulez, je me suis abstenu d'intervenir. Ouais. Parce que d'abord, je ne voulais pas embarrasser les autorités. Parce que, vous voyez, parfois, vous pouvez provoquer une pression populaire. Et je n'aime pas beaucoup les pressions populaires. D'accord. Vous avez vu, au niveau de l'une des premières mesures, avant même que le CNRD ne soit structuré, l'une des premières mesures qui a été prise dans le secteur minier par le président de la transition, ça a été d'annoncer que les contrats miniers pouvaient continuer. Le contrat minier était reconduit. Il serait respecté. Est-ce que pour vous, c'est stratégique que dès l'entame de la prise de pouvoir, qu'on ne déclare pas la guerre à ces géants miniers qui sont souvent de grands crocodiles, qui sont susceptibles de faire beaucoup mal à des États, ou bien cela procède d'une certaine prudence en permettant peut-être aux nouvelles autorités en charge du secteur minier d'étudier les dossiers au cas par cas? Donc j'ai déjà 2 questions. Oui. Donc la première question, la question de M. Lédéon. D'abord, ce qui se passe à Fria. Je pense que cela tient, évidemment, il faut que les choses soient claires. Ouais. Un entrepreneur a une vocation sociale, évidemment, mais il cherche aussi à optimiser, sinon à maximiser ses profits. Et quand 2 personnes signent un contrat, c'est qu'elles y trouvent chacune son compte. Et si la personne guinée se fait gruger dans les contrats, c'est que les personnes que la Guinée met en face ne sont pas à la hauteur. Ou n'ont pas ce patriotisme économique sur lequel je reviens toujours. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être riche, on a le droit de s'enrichir. Ça ne pose aucun problème. Mais par le travail que l'on fait, par le génie que l'on manifeste, par la disponibilité que l'on a, vous arrivez ici à 5 h du matin, et bien si on ne se lève pas à 5 h du matin, on ne peut pas prétendre avoir les mêmes privilèges matériels que vous qui vous levez à 10 h ou à 11 h. Ça, c'est la vie. Hein. En revanche, il est important que les cadres guidés aussi sachent ce qu'ils veulent pour ce pays. Et ce qui se passe à Friaire comme ailleurs, pour moi, c'est le reflet du comportement des cadres dirigeants de notre pays et du comportement qu'ils ont face aux sociétés lorsqu'ils négocient. Parce que vous savez, une négociation, c'est difficile. Et souvent, les sociétés négocient avec force et vigueur. Et j'ai participé à des négociations lorsque j'étais en exercice ici. Eh bien, je vois la légèreté avec laquelle nos cadres souvent se comportent. Justement, quand vous parlez de légèreté, on me demandait souvent, là j'ai mon fils à Strasbourg, est-ce que DG, je pourrais rester une semaine de plus pour aller le voir? Ou bien, tu vois, écoute, est-ce que je peux rester à l'hôtel une semaine après le conseil? C'est-à-dire, ce sont des choses futiles. Et vous voyez les autres se battre. Se battre
pour leur entreprise. Les grandes Mais gueules. aussi en sourdine pour leur pays. Il faut aimer son pays. Ouais. Et quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, qu'il soit un domaine public ou privé. Et cela, je le répète depuis des années, et je continue à le répéter parce qu'il n'y a que le mensonge qui change de direction. Donc, pour répondre à votre question, donc, vous me direz si vous êtes satisfait, et pour répondre à votre question, oui, la Guinée est un pays qui s'est inscrit dans le droit international. Ouais. Donc il est difficile pour un pouvoir qui arrive. Vous savez que la Guinée a bâti tout son système de recettes essentielles sur les mines. Nous avons abandonné complètement l'agriculture. Nous avons, j'allais dire, hypothéqué la mer. Nos forêts n'existent pratiquement plus. Et qu'est-ce qui nous reste comme recettes significatives mensuelles? Les mines. Ouais. Donc si un pouvoir qui arrive dit « je m'attaque à ceux qui au moins payent quelque chose », je vais vous dire c'est la Donc pour Guinée vous, qui va être c'était stratégique, c'était pas une erreur. Bien Voilà. sûr, c'est stratégique. Ouais. Mais ceci étant dit, il faut maintenant commencer à réellement réfléchir à ce que nous voulons faire de nos mines. À quoi doivent servir nos mines? Je pense que nous avons commis l'erreur de base, qui est de ne pas avoir encouragé la possibilité de nourrir nos populations à partir de nos productions. Oui. Donc, les recettes sont utilisées pour acheter de la nourriture. Et tant qu'il n'y a pas l'investissement productif, eh bien, nous nous maintiendrons dans la pauvreté. J'ai vu un jour un Premier ministre guinéen, et je lui ai dit « Ah, ben c'est bien, et tu es content de savoir qu'il y a une vie après la primature. Il me dit « Oui, il n'y a pas de problème, pas de souci. » Il dit « Mais tu sais, quand j'étais Premier ministre, on a eu le taux de croissance le plus élevé depuis que la Guinée est indépendante. » Voilà, si vous voulez, le genre d'expression. Les grandes gueules. Le taux de croissance est élevé, mais où va la croissance? Ouais. Où sont les gens, où sont les 80% de Guinéens qui vivent de leur travail? Ouais. Où sont les 80% de Guinéens qui envoient 100% de leurs enfants à l'école, du primaire au moins jusqu'au baccalauréat? C'est ça qu'on appelle une vraie croissance. Une vraie croissance, c'est une croissance partagée. Ouais. Et nous ne l'avons pas. Ce Justement. matin, Ouais. après j'arrête, j'ai rencontré en passant deux jeunes, 12-13 ans, un qui était en tenue d'écolier et l'autre non. Moi j'ai dit, mais vous devriez être à l'école. Il y a son copain qui me dit, ah oui, mais on l'a chassé de la classe. Je dis, mais pourquoi on t'a chassé? Il me dit, parce que j'ai provoqué une bagarre pour m'amuser. Je lui dis, écoute, moi je ne connais pas ta famille, mais je suis sûr que ta mère n'est pas très différente de la mienne. Je pense qu'elle doit se démener pour te payer une petite école privée pour que tu puisses étudier. Et toi, tu provoques des bagarres et tu sors de l'école. Tu seras un analphabète. Donc tu seras une charge pour la société. Tu vois, tu regardes ma voiture avec admiration. J'ai dit, mais moi, pour avoir cette voiture, il a fallu que j'aille à l'école. Ouais. Donc, ce que je te conseille, arrête de te battre en classe et va à l'école. Malheureusement, nos dirigeants, depuis le début, et les dirigeants de la plupart des pays africains, se sont contentés de garder nos populations analphabètes pour mieux en profiter. Ouais. Et ça, c'est la honte de l'Afrique. Ouais. C'est la honte de l'Afrique. Nous n'avons aucune capacité intellectuelle à nous battre d'égal à égal avec les autres. Bien. Kimoko Touré, notre invité ce matin chez les GGD, dit Madame Yoro. Moi, je vais revenir sur les conditions de vie dans ces villes, dans ces sociétés minières, dans les villes où sont implantées ces sociétés minières. Je sais de quoi je parle. Je connais quelqu'un qui a travaillé, par exemple, à la CBK. Au départ, les conditions de vie de ces travailleurs, au début, c'était bien. Il y avait des dotations qui se faisaient. Il y a beaucoup de choses. Ces gens étaient différents des personnes, par exemple, qui travaillent à la fonction publique. Quand nous prenons la ville de Fria, à un moment donné, c'était un exemple. Beaucoup de personnes aimaient envoyer leurs enfants en vacances à Fria parce qu'il y avait quand même le minimum. Il y avait le rêve Fria, en fait. À l'hôpital Péchiné, c'était une référence. Moi, j'ai envoyé des gens se faire soigner dans cet hôpital-là. Comment comprendre qu'il y ait, par exemple, cette dégringolade, cette chute
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est dû aux conditions de signature des contrats? Est-ce que c'est dû à la faiblesse de nos autorités? Qu'est-ce qui se passe pour que des travailleurs qui étaient au départ mis dans toutes les conditions requises pour travailler, pour donner, après tout dégringole d'un seul coup? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Moi, j'ai vécu cette expérience en étant à la CBG. Les compagnies minières, en tout cas la CBG à l'époque, payent une certaine somme à ce qu'on appelle l'ANAIM, qui gère les infrastructures. La nébuleuse. Et c'est l'ANAIM qui gère les hôpitaux. Ouais. Et l'hôpital Kamsar, par exemple, est géré par l'ANAIM. Et les conditions de départ dans ces sociétés étaient bonnes, parce que, je vais utiliser un mot que je n'aime pas trop utiliser, était à l'origine, parce que les directions, disons les organisations, étaient conduites par des Blancs. Et donc, lorsque les Blancs dirigent, les Noirs se soumettent et sont disciplinés. Et lorsque les Noirs ont le pouvoir, ils dilapident tout. Ouais. Ce CBG, pratiquement chaque directeur, chaque sous-traitant avait sa petite société. Carrément. Qui détruisait la valeur locale. Ouais. Et j'ai calculé, parce que ça c'est mon métier, quand j'arrive dans une entreprise, si vous voulez, je fais d'abord rapidement un diagnostic. Ces sociétés-là contribuaient à voler 20 millions de dollars. Annuel. Oui. Waouh. 20 millions de dollars à la CBG? Au moins 20-25 ans. À la CBG? Oui. Mais quand on dit 20 millions de dollars volés à la CBG, ouais. Vous savez que les résultats de la CBG, c'est 65% pour la Guinée. Ouais. Ça veut dire 65% de 20 millions volés à la Guinée. Ça n'est pas dû aux sociétés minières. C'est dû aux Guinéens eux-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas le respect de la chose publique. Nous n'avons pas... pourtant, je vais vous dire, la CBG, pourquoi j'ai été extrêmement dur à la CBG, j'ai laissé effectivement une réputation, cette réputation-là. Et parce que je leur ai dit, quand je suis arrivé, j'ai analysé toutes les situations, j'ai vu que le balayeur à la CBG gagnait 3 millions, il était logé, il était nourri, il était habillé, il était transporté, il était soigné et évacué si on ne pouvait pas le soigner sur place. Alors j'ai dit non. Là, vous n'avez pas le droit de voler. Je vous ai dit rapidement hier, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui peut signer pour 10 milliards et qui gagne 3 millions de ne pas voler. Et là, j'ai dit non. Je n'accepterai pas que vous voliez. Vous gagnez 10 fois plus que le Guinéen moyen. Vous êtes des privilégiés. Et si une personne vole, elle sera licenciée. Et j'ai introduit des procédures dans ce sens-là. Mais les gens ont toujours pensé que ça allait finir à la guinéenne. Parce qu'on confond toujours la couleur et la culture. D'accord. Et moi, j'ai passé ma vie en France. Et mon adolescence s'est terminée en France. Et donc, c'est vrai que j'ai une culture qui n'est pas 100% celle-là. Et effectivement, quand j'ai commencé à licencier des gens pour 20 litres de carburant, ça a été un étonnement. Et je n'ai cédé à aucune pression. D'accord. Et on a eu des pressions que je n'ai jamais lâchées. Mais j'ai licencié aussi des expatriés incompétents qui étaient là parfois depuis 5-10 ans et qui étaient censés venir pour 4 ans et repartir. Et qui en avaient fait un fonds de commerce. Carrément. Et qui prétendait, il y en a un qui a prétendu que des gens qui étaient chargés d'apprendre à souder ne pouvaient pas, ne sauraient pas souder. Ou bien des gens qui devaient piloter des remorqueurs ne sauraient pas piloter. Alors là, il y a un problème. Parce que moi, je suis un villageois qui a vécu en Europe, aux États-Unis, et qui a dirigé des milliers d'Européens et d'Américains. Donc, il faut quand même m'expliquer pourquoi celui qui est né dans les mêmes conditions que moi, peut-être des conditions encore meilleures, n'est pas capable d'apprendre quelque chose d'élémentaire. Donc, eh bien, ma réaction dans ces cas-là, elle est immédiate. Je licencie. Espace TV, les grandes gueules.
le top des GG. Monsieur Kimoko Touré, ancien directeur de CBG, évidemment consultant ici à Adafo Média. Avec lui, nous poursuivons le débat, mon cher Ahmed Kourouma. Oui, alors, monsieur Kimoko, j'ai bien écouté ce que vous avez dit depuis hier, d'ailleurs. On sent chez vous une volonté de dire aux Guinéens, d'abord, décomplexez-vous. Vous êtes un ancien dirigeant de grosses sociétés à l'extérieur, vous avez l'expérience de l'international, et cette préoccupation-là chez vous, on la sent dans votre discours. Et je rajouterais que vous avez quelque chose que moi j'adore, c'est le patriotisme chevillé au corps. Hier, vous avez exhorté le pays à créer une forme de classe moyenne, à faire confiance à son intelligence, à ses intellects, et puis surtout à ses cadres formés au-delà de nos frontières et même à l'intérieur de nos frontières, parce que les Guinéens ont du talent et c'est ce que vous semblez nous dire ce matin. Toutefois, j'ai une simple question, ou plutôt deux questions. Camus disait que le patriotisme, c'est l'amour des siens et le nationalisme, la haine des autres. Donc, quelle est la différence que vous faites entre le nationalisme économique ou le patriotisme économique, puisque c'est l'un de vos chevals de bataille? Et puis, la deuxième question, c'est y a-t-il péril en la demeure, compte tenu de la corruption endémique que vous avez dénoncée hier sous nos antennes et que vous continuez à dénoncer aujourd'hui? Merci beaucoup. Mais pour moi, le nationalisme, c'est le repli sur soi. Ouais. Eh bien, le nationalisme ne marche jamais. Parce que le nationalisme est géré par la dictature, ouais, par le culte de la personnalité. Est-ce qu'on peut dire le populisme aussi? Par le populisme. Ouais. Il est voué à l'échec. Il n'y a aucune chance que le nationalisme survive. En revanche, le patriotisme, c'est aimer son pays, c'est aimer les gens, c'est aimer ce que l'on est, ouais, sans aucune haine pour les autres, ouais, sans aucune volonté de détruire les autres. Mais lorsque l'on est dans ce cas-là et que l'on établit un partenariat avec les autres, on prend en compte aussi leur intérêt. Mais il faut qu'il soit bien compris par les autres que l'intérêt de la transaction doit être commun et qu'en aucune manière ne doivent s'arroger le droit de piétiner ce que vous êtes. ouais. Et malheureusement, les pouvoirs de nos pays d'Afrique noire, je dis bien noire, d'Afrique subsaharienne, c'est d'accaparer tous les leviers de pouvoir. Et donc d'être le seul interlocuteur de tous les intervenants extérieurs. Mais les intervenants extérieurs sont divers. Absolument. Ils ont des intérêts divers. Mais eux, ils viennent en défendant leurs intérêts, mais en ayant un amour profond pour leur pays. Et toi, tu es tout seul en face, et tu crois que tu es plus intelligent que toute ta population. Et donc, tu peux commettre que des erreurs. Et c'est cela. Et aussi, quand on aime son pays, on investit dans son pays. Moi, je n'ai rien obtenu de la Guinée, j'allais dire de manière gratuite. Mes parents travaillaient, payaient des impôts quand j'étais petit, et donc ils ont payé ce qu'il fallait pour m'éduquer. Et j'ai quitté la Guinée, et ce sont mes parents qui ont payé. Je suis parti, et même en France, j'ai refusé la sécurité sociale, parce que quand je n'avais pas... J'ai refusé l'aide gratuite, lorsque je n'avais pas les moyens, parce que j'avais comme ce sentiment de ne jamais devoir à qui que ce soit. D'accord. Ça, c'est une façon de dire, tout simplement, que ce patriotisme-là, ce n'est pas un patriotisme d'exclusion, mais c'est un patriotisme de respect mutuel. Mais c'est nous qui devons imposer notre respect. Une dernière question, s'il te plaît, Kamba, excuse-moi, désolé. Une dernière question. Il y a dans tous les pays du monde, et notamment au Sénégal, qu'il a expérimenté récemment, ce qu'on appelle l'intelligence économique. Je m'explique. On va chercher des talents internes et des talents externes pour venir, par exemple, négocier des contrats. Puisque vous savez, puisque vous avez été un très grand dirigeant des mines, que face aux requins de la finance, face aux requins, les avocats américains sont redoutables, il faut que le pays se dote de talents face à eux pour bien négocier les contrats. Vous l'avez dénoncé tout à l'heure. Ne faudrait-il pas, justement, ne serait-elle pas une des solutions, parce que vous êtes un talent négligé de la Guinée, que de
créer au sein de la présidence ou au sein de la primature un pôle d'intelligence économique qui fait appel face aux grandes sociétés minières à des gens comme vous pour préserver, voire même garantir les intérêts du pays. Je veux pousser cette question. Plus loin au-delà de ce pool de techniciens qui se réuniraient autour de la présidence, autour de la primature, ou même de la... Moi, je veux aller plus loin, au-delà des questions économiques, les questions minières des spécialistes de la question. Je veux savoir où on en est aujourd'hui. Quel est l'état des lieux? La Guinée dispose-t-elle de suffisamment de ressources pour créer ce pool-là et dans la durée surtout? Comment faire que, en tout temps, quand on a quand même, il faut le rappeler, le levier de notre économie, ce sont les mines jusque-là. Et comment faire justement dans la durée que l'on puisse garantir que la Guinée ne sera pas grugée dans les négociations que vous avez évoquées tout à l'heure. Et le pendant de cette question, c'est aussi l'avenir des villes qui abritent l'activité minière. Ouais. On parle de Fria. Okay. Comment faire face à la situation de ces villes-là dans la durée? Parce que les mines, ça va finir. Comment faire en sorte, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une prospective territoriale avec ces techniciens dont parle Ahmed, concevoir une vie d'après-activité minière? Justement, parce que c'est des villes indépendantes, dépendantes plutôt, j'ai envie de dire. Ouais. Je n'ai aucun doute que les capacités techniques existent pour créer ce groupe d'experts, aussi bien dans les mines que dans les autres disciplines d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ou alors, il faudrait actualiser les connaissances, peut-être actualiser aussi leur connaissance de ce qui se passe ailleurs. Mm. Et ce qui est important après, c'est surtout la conscience des personnes qui vont les encadrer. C'est cette conscience patriotique. Et je dis tout également, répétez toujours, c'est cette conscience collective de chaque personne qu'elle a une responsabilité, cette conscience individuelle de chaque personne, qu'elle a une responsabilité collective, qu'elle est la garante de l'intérêt de la collectivité. Et c'est ce qui nous manque. Sinon, nous avons tous les textes qui existent. Nous avons des gens qui sont formés. Mais nous n'avons jamais un pôle d'excellence. Mm-hmm. Parce que nous transformons tout ce que nous avons de beau en pourriture par la corruption. Nous ne savons pas entretenir. Je donne souvent l'exemple simple des toilettes. Bon, j'étais sous le règne d'un Premier ministre, je suis allé à la primature. J'avais fait à l'époque, la route était hyper mauvaise, de Kamsar à Conakry. Je viens de passer 5 ou 6 heures de voiture. J'arrive à la primature, je monte, et je demande au gardien où je peux aller faire pipi. Il m'indique. Mais quand je suis rentré là-dedans, je suis ressorti sans faire pipi. Du coup, je n'avais plus envie de faire pipi. J'ai fait 2 heures de réunion avec le PM, sans me soulager, parce que j'étais dégoûté. Et le respect de soi commence là. Ouais. C'est-à-dire, si vous n'êtes même pas capable de vous occuper de ce qui vous est personnel, comment pouvez-vous vous occuper des affaires publiques? Ça, c'est simplement une réponse imagée pour dire que des experts, il y en a. Il faut... et puis, je vous remercie pour le compliment, mais sincèrement, je suis sûr qu'en cherchant bien, il y a des gens en Guinée qui souffrent de la médiocrité qu'on nous impose et qui sont capables de travailler ensemble, si on leur donne la possibilité, pour commencer à préparer l'avenir de la Guinée. Mais commencer en profondeur. Ouais. Vous voyez, et s'agissant des mines, vous avez parlé, et des villes minières, je trouve que c'est une honte que nos villes minières soient dans les états dans lesquels elles sont. Il y a, les sociétés minières payent 0,5% de leur chiffre d'affaires, qui sont destinés normalement aux zones minières. Ouais. Le problème, c'est, 1, l'affectation de l'argent, 2, l'inexistence de plan de développement. Mm-hmm. Il n'y a aucun plan de développement. Même dans les conventions qui sont signées,
il n'y a pas de plan de développement demandé aux sociétés. Donc les sociétés viennent, elles commencent à faire l'extraction, elles construisent quelque part pour loger leur personnel. Bon, elles peuvent faire des hangars parfois pour loger le personnel ouvrier guinéen pendant la construction. Mais si vous voulez, et puis de temps en temps, on va construire une école, un dispensaire, une mosquée, vous voyez, mais c'est disparate. C'est-à-dire, ça n'obéit à aucun plan de développement. On a l'impression que nous sommes toujours en situation d'aumône. Est-ce que c'est la faute aux sociétés, finalement? Parce que ce que je me dis, c'est que ces plans de développement que vous évoquez, ça pourrait bien être des plans de développement locaux sur lesquels les sociétés s'appuieraient. Oui. Les grandes gueules. Je connais quand même quelques collectivités qui ont des plans de développement locaux, mais ça ne fait pas grand changement, malheureusement, dans la réalité. Le problème semble être ailleurs, peut-être à ce sentiment patriotique et à cette conscience collective que vous évoquiez, mais on y arrive comment concrètement? Dans la pratique, on arrive comment à cette conscience collective au point qu'elle puisse s'imposer à chacun de nous et dicter les actions des décideurs et des praticiens de ces domaines? Ce n'est pas la faute des sociétés. Ouais. Moi, quand je dirige la CBG, je suis d'abord un dirigeant d'entreprise. Donc j'optimisais l'intérêt de l'entreprise. Les grandes gueules. Je travaillais à maximiser le résultat de la CBG. Quand j'ai vu que les résultats étaient médiocres, j'ai travaillé pour les améliorer. Et c'est pour ça qu'en 2 ans, on a doublé. On a plus que doublé le résultat. Sans demander d'investissement aux actionnaires. Et en faisant travailler les Guinéens, en faisant réfléchir les Guinéens, en arrêtant les vols, et en arrêtant aussi des tentatives des clients et des partenaires et d'exigences que nous ne pouvions pas satisfaire, etc. Donc, si vous voulez, les sociétés, c'est normal qu'elles essaient d'optimiser leur... Mais en même temps, comme moi, j'étais guinéen, j'avais une conscience de responsabilité personnelle dans la situation qui prévalait dans ma zone minière. Justement. C'est pour ça que j'ai pris des subventions qui étaient données aux collectivités pour dire aux jeunes, je vais vous prêter de l'argent, vous allez créer des entreprises, pas des coopératives. J'ai déjà dit plusieurs fois, je n'aime pas les coopératives. Pourquoi? Parce que ça ne responsabilise pas. Ça signifie que quand l'argent est terminé, on tend encore la main. Tandis que M. Guirassy, si Adafo s'écroule, personne ne lui donnera un centime. Donc il se bat tous les jours pour qu'Adafo survive parce qu'il a la responsabilité des personnes, de l'entreprise, mais aussi une responsabilité sociale qu'il doit satisfaire. Eh bien, j'ai dit aux jeunes, d'accord, vous vous révoltez de temps en temps, vous cassez des véhicules, vous cassez des immeubles, mais après, vous allez où? Alors, moi, j'ai de l'argent. Parlons justement. Je vais vous prêter de l'argent, vous allez créer des entreprises. Et moi, j'ai des travaux pour vous. Je vous donnerai une partie de ces travaux. Et des travaux qui n'étaient pas d'une très grande expertise, j'ai demandé au conseil d'administration de m'autoriser à donner 30% de ces travaux à ces jeunes. Eh bien, quand je partais, il y avait 800 emplois qui étaient créés par ces jeunes-là. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a à peu près 1400, 1500 emplois. Eh bien, un de mes successeurs a voulu y mettre fin. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas. Vous voyez? Mais bon, ça fait partie de ces interrogations que je ne me pose plus. Donc, l'impact direct en ce qui concerne ces villes minières, évidemment, Tabar l'évoquait. Il y a de l'argent pour le faire. Il faut planifier un développement, mais il faut s'y tenir aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on a un plan, il faut s'y tenir. Et l'appliquer. Ne pas se référer, je vais dire, aux responsables directement sur le terrain. Je parle de ces préfets, entre autres, de ces gouverneurs, parce que c'est des vrais démons dans ces régions-là. C'est très important. Allez-y. Pour enchérir sur la question de la mine, parlant de l'impact de ces sociétés minières sur ces villes, c'est parfois une honte pour nous Guinéens d'aller à Kamsar et de voir qu'il y a 2 villes qui ont des facettes différentes. On a le village. Il y a le Sahara. Et le Sahara. Et puis une ville. Et puis la cité. À la cité, il y a le courant, il y a de belles maisons. Récemment même, il y a eu des manifestations. Vous avez été directeur de la CBG. Comment comprendre ce paradoxe dans une ville qui est des autochtones,
qui n'ait pas droit à l'eau potable, qui n'ait pas droit au courant électrique et même pas à des routes stables ou à des routes normales. Il y a aussi le cas de Bokeh. Aujourd'hui, quand vous allez à Bokeh, on nous apprend qu'il y a une vingtaine de sociétés minières à Bokeh, mais la ville n'a pas de goudron, n'a pas de courant. Il n'y a pas d'édifice digne de nom à part le siège de l'Infomédia. Dites-nous clairement ce que vous en pensez. Les grandes gueules. Je veux dire, vous avez la réponse dans votre question. Depuis des années, par exemple, la CBG sort de l'argent. Mais y a-t-il eu un plan, aussi bien pour Kamsar que Sangaredi, de développement autour de la cité? Un plan de développement routier, un plan de développement d'infrastructures électriques. Il y a l'Anaïm. C'est quoi son rôle, l'Anaïm, concrètement? Parce que Anaïm, c'est le patron des infrastructures. C'est à Anaïm que les sociétés payent pour gérer les infrastructures. Est-ce qu'on peut avoir une idée des montants qu'ils perçoivent mensuellement ou annuellement? Je sais, la CBG doit payer au moins 8 millions de dollars par an. Par an, à l'Anaïm. Oui. Mais les autres sociétés payent aussi, mais moi je ne sais pas combien. Anaïm, c'est autre chose. Ce que je peux vous dire, c'est Les que grandes gueules. le problème que nous avons, nous, Africains, nous avons peur du moyen long terme. Nous vivons au jour le jour. Et c'est pour cela aussi que nous restons tout le temps pauvres. Il y a 10 ans, même si on avait commencé ce programme il y a 10 ans, il y aurait peut-être aujourd'hui 80 ou 70% d'alimentation électrique dans la partie que vous appelez Sahara. Oui. Vous voyez, par exemple. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de commencer quelque chose de sain. On peut se dire aujourd'hui, il y a tant de recettes régionales dédiées à la région. Eh bien, ces recettes-là, nous allons les utiliser de cette façon. Se mettre d'accord là-dessus et mettre un comité de suivi non corrompu qui en suit l'application. En ce qui concerne Kamsar, effectivement, ce problème-là n'est pas nouveau. La CBG, à l'époque, avait construit un bâtiment dans lequel il avait mis 5 groupes électrogènes puissants. Quand je suis arrivé, ces groupes étaient tous en panne. Et la ville n'avait pas de courant. Donc quand il y avait les fêtes, etc., les matchs de football, je disais, il faut que l'entreprise donne au moins du courant à la ville pour qu'ils puissent regarder les matchs. Mais ce n'est pas une solution pérenne. L'électricité, à mon avis, n'est qu'un élément du problème qu'on a aujourd'hui dans ces villes, que ce soit Kamsar, Sangaredi, Fria. Il y a une question que Tamba avait posée tout à l'heure, c'est l'après. Parce que lorsque les mines sont là, lorsque l'activité minière est là, les gens sont à l'aise. Mais lorsque ça s'arrête, comme ce fut le cas de Fria, c'est la catastrophe. Comment faire en sorte que les villes qui se créent autour des mines ne s'adossent pas essentiellement sur l'activité minière, qu'il y ait, n'est-ce pas, du développement d'autres activités qui puissent, n'est-ce pas, permettre aux villes de survivre. Mais monsieur Leno, la presse se prépare aujourd'hui. La presse se prépare aujourd'hui. Je donnais juste l'exemple du court terme de Kamsar. J'ai fait rénover les groupes qui étaient là et j'ai passé un deal avec la population. J'ai dit voilà, moi je n'ai pas vocation à fournir l'électricité. C'est le travail de l'État. Mais je suis la puissance économique de la région. Je dois participer. Et à l'époque, j'avais été convoqué chez le président de la République, et qui avait là ses ministres, et on m'a demandé. J'ai dit, écoutez, la CBG est en mesure de, réparer les groupes, de mettre l'assistance technique des groupes, mais l'État au moins doit fournir le carburant. Voilà, ça a été une discussion. J'ai dit parce que je ne fournirai jamais le carburant. Je n'aime pas l'assistance. Donc, le président a donné instruction à son ministre de l'Énergie, des Finances, de payer le budget, de payer le carburant. Cela a marché. La ville avait à peu près, je crois, 12 heures par jour, avait le courant. Mais c'est du court terme. Et effectivement, pour l'après, on a eu un problème d'après parce qu'on n'a jamais préparé ces régions
à devenir autonome. Ouais, autonome. L'autonomie, c'est très important. Alors, voilà. Cette question de Diba Minimono, deux questions. Pour engager donc le développement de ces jeunes minières, l'État a mis en place le FODEL. Peut-on dire que cette initiative est finalement pas la solution? Non, mais toutes les structures peuvent être des solutions. Ouais. Parce qu'en fait, ces FODEL ou autres reçoivent de l'argent à gérer. Ouais. Mais selon quels critères, quel planning, quel contrôle? Le problème que moi depuis que je m'intéresse à la Guinée, ce que je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu un ministre mis en cause, condamné, emprisonné en Guinée pour détournement. Je n'ai jamais vu un directeur d'une régie financière. Il y a eu quand même autant de Kassouri. Il n'y en a pas eu. Non, Kassouri, c'était rien. Je suis désolé, ben oui. En tout cas, je n'ai pas eu de condamnation, Lamine. Si. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de condamnation. Bon, après, Diawara qui est resté un peu vous venez de parler des l'agent judiciaire de l'État, c'est ça. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des marchés publics. Ouais. Vous avez vu ce que ça représente comme scandale financier. Ouais. Eh bien, on a l'impression qu'il n'y a aucun responsable. Ouais. Aucun. Et ça, c'est un problème. Ouais. Parce qu'il y a quand même des patrons, il y a des gens qui signent, il y a des gens qui surveillent l'exécution, il y a des gens qui surveillent les mauvaises exécutions. Il n'y a personne qui est mis en cause, qui est licencié, qui est assigné devant un tribunal, qui est condamné. Eh bien, je vais vous dire, si depuis, j'ai suivi la première République, qui était un peu particulière. Mais si depuis la Deuxième République, on avait eu 20 ministres, 20 patrons de régie ou de marché public, qui avaient été mis en cause, reconnus coupables, condamnés. Et qu'on aurait eu à l'intérieur ces gens qui font de la prédation sur les biens publics, mis en cause, jugés, condamnés. Je vous dis qu'une partie de l'élite aurait peut-être changé de comportement. C'est un problème culturel. Il n'y a pas de... c'est de l'impunité. C'est une impunité régnante. C'est-à-dire n'importe quel individu en clair, il n'y a pas de d'un pouvoir sait que s'il y a un problème, il sera exempté. Oui, du FIAD en fait, un peu les gendarmes en fait. Oui. Allez-y, Madame Hiro. Toujours dans ces zones minières, moi je pense un peu aux populations par rapport à la compensation de ces gens, de ces personnes dont on prend les terres, dont on prend les zones cultivables, les arbres et tout. C'est des personnes généralement qui sont... Il y a des compensations qui se font. Mais à votre avis, comment ça se gère? Parce que nous, on a eu des plaintes par rapport à des personnes qui disaient avoir reçu peut-être 1-2 millions. Comment cela est-il possible? Comment ça se fait normalement? Et puis la deuxième question, vous avez parlé de certains pays où ils ont mis carrément l'exploitation minière à part, en stand-by, pour investir beaucoup plus dans la culture. Nous, on est en train de perdre carrément ces zones où on pouvait cultiver. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'inverser la tendance en Guinée, de remettre, c'est-à-dire à pied ce système d'agriculture pour renforcer, pour aller vers l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'inverser la tendance par rapport aux mines aujourd'hui? Bon, il y a des compensations, mais il n'y a pas d'accompagnement. Vous donnez de l'argent à des gens pauvres qui ont 2-3 femmes, 15 enfants. Vous leur donnez de l'argent qu'ils n'ont jamais eu. Ils le mangent au bout de 2 mois ou 2. Et après quoi? Et comment ça devrait se passer normalement ailleurs? Eh bien, normalement, lorsqu'on donne une compensation, il faut faire un plan de développement agricole à côté de la zone minière, mais aussi faire de ces paysans qui survivaient des entrepreneurs agricoles. Il faut en faire des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. C'est-à-dire, ils ont des terres, comme les terres sont déplacées, il faut subdiviser ces terres et leur donner, qu'ils apportent la compensation comme un capital, les soutenir pour décoller, leur apprendre ce qu'est l'entreprise, ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, et les accompagner au maximum. Sur 100 que vous prendriez, l'expérience est réelle. Sur 100 que vous prenez, il y aura peut-être 30 qui échoueront. Ouais. Mais où est le problème? En France, on a un tiers des entreprises, des entrepreneurs qui disparaissent au bout de 3 ans.
Mais la France est un pays qui se développe. Et donc ça, c'est juste pour dire... D'ailleurs, le monde agricole français est extrêmement riche. Voilà, que l'accompagnement n'est pas... la compensation n'est pas accompagnée. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Touré, d'être passé ce matin, évidemment, chez les GG. On a un autre invité de l'autre côté, M. Saud, évidemment, que nous allons avoir. Si vous voulez, les gars, voilà. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On parle des syndicalistes ce matin. Monsieur Saud, qui nous a fui ici et qui nous a fait un lapin, mon cher Jacques Lévalino. C'est important de le rappeler, parce que je dis que je ne vais pas pardonner ça quand même. Pour l'histoire, c'est important. Pour l'histoire, c'est important, mon cher. Voilà, c'est très important. Monsieur Saud, comment ça va ce matin? Je vais très bien. Prenez le micro, approchez-vous. Je vais très bien. Pourquoi vous nous avez fait ça? Je vous ai jamais fait ça. Moi, je suis une personne morale au sein de la FESABAC. Vous voulez que je repasse le son? Qu'est-ce que vous avez dit ici? Non, je dis que j'allais venir. Et alors? Mais j'appartiens à une famille. La famille me dit de ne pas venir. Comme par magie. Vous vous rappelez que quand vous prenez pour des vous rappelez qu'Alpha Condé devait aller à Séguiri? Ouais, c'est ça. Ouais. Il a dit, ces militaires ont dit à Tewala. Est-ce qu'il est parti? Ah, monsieur Saud. Je sais ce que j'ai dit. Vous n'avez pas besoin de me rappeler. Je vais vous dire. Vous n'avez pas besoin de me rappeler parce que je le sais. Voilà, je vais vous dire. J'ai dit que j'allais venir. Je mets Antoine. Non, mais s'il te plaît. Je vais vous dire. Non, j'ai dit. Je mets Antoine au show. Non, on l'agresse pas. J'ai dit que j'allais venir. D'accord. Pourquoi vous Ma l'agressez? fédération m'a dit que tu ne dois pas venir. Je suis resté. Voilà, donc je vais vous dire ce que ça tient pas. Voilà, je vais vous dire ce que vous auriez dû faire. Ça tient pas. Nous prévenir au moins. Non, s'il vous plaît. Nous prévenir au moins. Je pense que c'est important. C'est important. Non, voilà, vous auriez dû nous prévenir. Il fallait démarrer par là. Quand vous dites vous venez, on vous annonce. Voilà, par respect, on respecte les auditeurs. Vous nous dites justement. Voilà, je ne pourrais pas venir. Vous avez fait le débat avec Souma. Je vous présente toutes mes excuses. Merci. Voilà. Au moins c'est clos. On passe à autre chose. Allez-y, Jacques Lévalino. Alors, vous êtes quand même venu pour qu'on parle de ce congrès que vous avez organisé très rapidement pour vous faire réélire à la tête de la FESABAC. Il y a vos collègues qui ne sont pas d'accord et ils estiment que vous auriez dû attendre la fin du mandat. Et puis, bien entendu, qu'un certain nombre d'éléments devraient être mis en place, des conditions devraient être créées pour permettre à ceux qui veulent aussi ce poste-là de candidater. Pourquoi vous êtes allé si vite? D'abord, vous dites les personnes vous ont contacté lesquelles? Mais vous les avez entendus. Si vous êtes venu ici, c'est parce que vous avez entendu. Marie-Yvonne, elle était là dans ce studio. Moi, je ne parle pas de personne. Je vous dis, ce congrès que nous avons tenu, le congrès de la FESABAC. D'abord, il n'y a pas de date précise. Je vous rappelle que je suis venu avec les documents. Le 4e congrès s'est tenu le 30 novembre à l'hôtel Riviera. Le 3e congrès s'est tenu en septembre, au temps de Ibrahima Fofana. Le seul fait qui a fait que le 5e congrès, on l'a tenu le 14 décembre, c'est le fait que les jeunes voulaient le changement. C'est à ce moment que les jeunes sont allés chercher la femme Maouliano pour être dans leur groupe. Et ils sont venus en 2016, on a organisé ces élections. Maintenant, parlant de ce congrès, nous l'avons organisé dans les règles de l'art et conformément à nos statuts et règlements intérieurs. Donc, commencez à travailler sur ce congrès depuis le mois d'octobre. Quand on vous présente un pan de l'équation, ça fait problème. Il faut informer un mois à l'avance du lieu, etc. Il y a un article qui le dit. Mais l'Assemblée générale... C'est bien l'article 15, c'est bien l'article 15, j'en fais lecture pour que nos auditeurs aussi comprennent. Le lieu, la date et l'ordre du jour du congrès sont portés à la connaissance des membres statutaires au moins un mois avant la date d'ouverture du dit congrès. D'abord, je vous informe qu'ils étaient au courant depuis le mois d'octobre. Nous avons mis des commissions en place qui travaillaient sur les textes. Qu'est-ce qui atteste Qu'est-ce qui atteste qu'ils étaient au courant? Nous avons nos PV. Mais on a vu la lettre que vous avez, c'est la lettre d'information. S'il vous plaît. Une lettre datant du 22 pour un congrès qui a lieu le 26. Non, ça c'est pour informer les directions générales. C'est pas lié aux congressistes. Par quelle voie l'Assemblée, par quelle voie on informe les congressistes? Voilà, il y a deux voies. Et toi, la première, si l'Assemblée générale des élus se réunissent, nous dit il faut organiser le congrès, aux 2 tiers, nous organisons le congrès. C'est dans les textes, premièrement. Deuxièmement,
pour être dans le cadre des textes, statut et règlement intérieur, nous avons appelé tous les élus le 25 octobre 2021. Par voie téléphonique. Les grandes gueules. Nous les avons écrits par mail. Oui. Est-ce que ce mail, on peut le voir? Est-ce que ce mail, vous pouvez le voir. Qui date de quelle période? D'octobre. Octobre, ok. Nous avons dit, nous devons commencer à travailler sur notre congrès. Parce qu'il faut toiletter les textes. Il y a ce qui est obsolète, il faut l'enlever. Ce qui est... il faut innover. Moderniser. Voilà, il faut innover. Donc nous avons travaillé sur les textes. Depuis le mois d'octobre. Et le congrès a été organisé le 26 novembre. Et l'Assemblée générale de tous les élus de la FESABAG se sont réunis pour nous dire qu'il faut organiser le congrès. Un congrès qui a lieu après une décision de justice. Antoine. Qui vous a Non, ça c'est tu es allé loin. La justice, c'est un pas. Finissons avec ça. Le congrès, l'Assemblée générale, comme le dit les textes, nous a dit qu'il faut organiser le congrès. En Suisse, du fait que depuis le 25 octobre, nous travaillons. Voilà. Donc moi, je veux quand même qu'on soit très précis. Vous dites que depuis le mois d'octobre, vous avez adressé des courriers à des gens pour... Nous avons appelé les élus. Oui, par voie de courrier. Oui. Bah déjà, je suis un peu perdu quand on a appelé. Par voie de mail, c'est cela. C'est appelé aussi. Bon, enfin, vous les en avez informés. Voilà. Que disait ce mail? Que disait-il? Parce que vous nous dites, nous les leur avons avez dit, informés, vous deviez travailler sur le congrès. Nous leur avons dit, en préparatif du 6e congrès de la FESABAG, venez, on va commencer à toiletter les textes. Et ça, c'est différent de la date du lieu et du congrès. À partir du 1er novembre, les gens savaient déjà. Non, mais ils savaient pas. Le 25 octobre. Non. Le 25 octobre. Le mail que vous avez écrit, c'est pour dire venez, on va toiletter les textes. Non, dans le cadre de l'organisation du 6e congrès. Mais qui devrait avoir lieu quand? Ça n'a pas été précisé. Si ça a été dit le 26 novembre. Tout le monde était au courant que c'était le 26 novembre. Mais vous cherchez la petite bête, il a répondu jour de manière pour très jour, claire. Attention, attendez, quand vous commencez le 25, bien sûr, quand vous commencez le 25, non, mais vous avez raison, mais moi aussi je suis journaliste. Chacun savait, mais il explique. S'il vous plaît, chacun savait que le congrès devait avoir lieu le 26. L'Assemblée générale était informée et c'est eux qui nous l'ont imposé. Le procès verbal, il est là? Le PV, on a un PV. Ah d'accord, on peut vous le faire. Non mais on peut poser des questions sur laquelle je veux vous entendre aussi. Avant le congrès au niveau du bureau exécutif, nous apprendons il faut des élections à la base. Est-ce que c'est le cas? Vous nous confirmez? Non, ce n'est écrit nulle part. Nulle part. On a des élus dans toutes nos structures. Oui, mais je trouve quand même du sens à l'interrogation, c'est pourquoi je vous la pose. Non, mais on va le voir. Parce qu'il n'y a pas de congrès, il n'est pas imposé, il n'y a pas un texte qui dit qu'il faut les élections à la base avant le congrès. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vient avant? Quel est l'ordre de succession, d'intervention des différentes élections? Est-ce que, chez vous, vous avez la possibilité d'élire un bureau national et après revenir changer? Comment ça se passe? À la base, c'est vous qui nous informez. À la base, c'est chaque 2 ans. D'accord. Il y a aujourd'hui certains qui sont en cours de mandat. D'accord. Beaucoup d'ailleurs qui sont en cours de mandat. Il y en a, le mandat doit expirer peut-être en 2022. D'accord. Donc, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, l'Assemblée générale se réunit pour nous demander d'organiser le congrès de la FESABAG et nous travaillons sur les textes. On organise le congrès. Voilà, on peut poser des questions? Monsieur Sou, non, à Lamine, pas à toi, à Lamine. Secrétaire général donc de la FESABAG, est notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Ahmed Kourma. Alors, lors du passage de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame qui est passée la dernière fois, Maëma, voilà, elle a lancé des accusations et moi j'ai tout de suite précisé que, à mon sens, c'était des accusations sans preuve, mais j'aimerais quand même que vous y répondiez, pardon. J'ai 3 questions à vous poser. La Banque centrale a été mise en cause comme une entité qui intervenait dans les affaires internes de votre syndicat. Premièrement. Deuxièmement, elle vous a traité d'homme corrompu, ce qui est à mes yeux une accusation extrêmement grave, surtout lorsqu'on le fait sans preuve. Et puis, troisièmement, elle a parlé de votre bilan, qui serait un bilan catastrophique, et j'aimerais que vous nous fassiez le tour de table de vos réussites ou de vos échecs en termes de... Parce qu'on sait que les syndicats sont là pour défendre des employés, d'accord, et améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Donc, quel est votre bilan? Voilà, ce sont les 3 questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez, je vous prie. Je vous remercie. D'abord, la Banque centrale
ne s'immisce pas dans nos activités. On n'a aucune relation avec la Banque centrale, sauf que nous sommes dans le secteur financier et la Banque centrale est la structure mère. Lorsque nous avons des revendications qui débouchent sur des grèves ou sur des conflits avec nos patrons, ils font la médiation. L'argent, elle a rajouté que vous touchez des grandes gueules. Ils font la médiation. Il faut utiliser les mots qu'elle a utilisés. Elle a dit que vous avez pris de l'argent à hauteur de 270 millions de francs guinéens. Laissez-moi répondre. Lors des négociations avec Antoine. Elle vous accuse de complicité avec le gouverneur de la Banque centrale. Ce qui n'est pas une première. Monsieur Antoine. Il y a beaucoup d'accusations contre vous, So. Oui. Abakar Souma était dans ce studio, il vous a dit la même chose de vous. Si quiconque vient ici dit qu'elle a pris 50 millions, vous croyez? Ce ne sont pas des personnes moindres. Abakar Souma est syndicaliste. Restons dans le cadre de la FESABAC. Ne sortons pas. J'ai des questions. Laissez-moi répondre à la question. Ce n'est pas une première qu'on vous accuse de Antoine. C'est important. Vous avez l'occasion Je réponds à la question qui m'a été posée. Laissez-moi répondre. Allez-y. Donnez-moi le droit de répondre moyennement. Je voulais juste relancer. S'il vous plaît. C'est une relance que j'ai faite. Les allégations mensongères qui ont été portées sur ma personne sont dénuées de tout fondement. C'est extrêmement faux. Il parle de primes de négociation. Oui, ça existe. Même à Oulambator, il y a des primes de négociation. Avec l'État, quand vous négociez, il y a des primes de négociation. Qui s'élève à combien? Il n'y a pas de montant fixe. Ok. C'est elle qui crée les montants. Elle innove. Elle est experte dans ce cas. Vous recevez combien? Vous avez reçu combien par expérience? Quand les négociations finissent, ils donnent à chacun une enveloppe. Non, il y en a eu combien de négociations? On donne à chacun une enveloppe ou on confie aux responsables qui distribuent? Non, on ne confie pas aux responsables. Vous receviez combien dans votre enveloppe? Moi, j'ai reçu 2 millions. 2 millions de francs guinéens. Voilà. Sur toute la négociation. Il y a eu beaucoup de négociations. Par séance. À cette négociation. Donc par séance, vous recevez ça. Il y en a eu beaucoup. Le montant dont elle parle, c'est un montant qu'elle a créé elle-même. Le 200 et quelques là? Est-ce qu'elle a bénéficié de ce montant-là? Oui. Elle aussi en a bénéficié. Elle en a bénéficié. Parce que quand on a négocié, elle-même en a bénéficié. Voilà. Et ce qu'elle nous dit par ailleurs, vous avez... On parle de Marie-Yvonne, hein? Oui, on parle de Marie-Yvonne. La femme à Ouliano. Attention, ça n'est pas caché. Elle a bénéficié. Ce qu'elle a dit. Et je dis, c'est pas caché. Mais laissez-le répondre. Ce n'est pas caché. Les primes de négociation existent officiellement. Mais ça existe, c'est pas caché. Alors, et aujourd'hui, elle est venue alléguer des mensonges contre ma personne. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur les deux questions? Allez-y. Voilà. Donc je laisse le soin à mon avocat, je l'ai saisi. Non. Parce que c'est des allégations mensongères. Elle a dit que j'ai pris. Moi, je suis corrompu. J'aimerais que mon avocat gère ça. Allez à la troisième question. Elle a parlé, elle a tout dit, sauf ce que nous avons apporté à la FESABAC. Un syndicat, c'est ce que tu apportes à la communauté. Depuis 2011, nous avons multiplié la valeur du point par 3. Avant le bilan. Avant le bilan. 60%. Il y a eu une décision de justice, mais il faut qu'on revienne. Non, c'est important avant le bilan. Il y a eu une décision de justice qui a rétabli dans le droit. Non, justement, qui a rétabli. C'est un droit de réponse. Voilà le bilan. Justement. Vous êtes là pour un droit de réponse. Un droit de réponse. Voilà, la question du bilan n'avait pas été évoquée. Quand même, Ahmed. Allez-y, monsieur. Mais vous me laissez continuer. Vous allez me laisser continuer. Antoine, s'il te plaît. S'il vous plaît, vous me laissez continuer. Vous n'êtes pas là pour régler mon compte. Allez-y. Vous voulez régler mon compte. Alors, laissez-moi terminer. J'ai une question. Je réponds à la question. Je réponds à la question qui m'a été posée. La question du bilan viendra après. Pour l'instant, on l'épluche la question judiciaire. Vous ne pouvez pas me l'imposer. Alors dites-lui de retirer ces questions. Nous conduisons l'émission. C'est nous qui fixons le cap. J'ai une question. Écoutez la question. Écoutez la question. Je dis... Il y a eu une décision... Je dis, on vote pour toi dans un congrès parce que tu as apporté quelque chose à la communauté. Justement. Nous avons multiplié par 3 la valeur du point d'indice. Tous les travailleurs du secteur financier sont satisfaits de nous. Les grandes gueules. Oui. Répondez à ma question. Je suis en train. Voilà la convention collective, c'est une mine d'or. C'est la meilleure convention collective de l'Afrique. Nous avons toutes les... De l'Afrique. Aujourd'hui, on n'en veut à personne. Je vous donne l'ordre d'idée. Aujourd'hui, automatiquement, vous évoluez tous les 5 ans. Aujourd'hui,
depuis 2021, votre valeur, la valeur du point d'indice est passée de 10 000 à 12 622. Et chaque année maintenant, sans négociation, vous avez 6% d'augmentation de votre salaire. Bien. Quand vous êtes couché chez vous, vous êtes malade, on vous paye 2 ans de salaire. Votre bilan ne conteste pas. C'est une mine d'or. C'est bien. Et c'est ce qui a fait qu'on a été élu. Je vous applaudis pour ça, M. Aboulaye. Continuez à applaudir. Tu n'en as pas besoin. Je l'applaudis pour ça. Le bilan, il est bien. Mais il y a une question. Nous avons été reconduits parce que le bilan est positif. Écoutez, je pense en tant que journaliste que vous cherchez. Faites la diversion, ça ne marchera pas. Antoine. Mais il doit écouter les questions. Antoine. Je ne réponds pas à votre question. Écoutez les questions. Moi, je ne réponds pas à votre question. La diversion. On ne peut pas m'imposer de répondre à votre question. Je ne vous impose pas. Donc je ne réponds pas. Je vous dis juste qu'il faut que vous répondiez aux questions. Si vous avez une position, si vous avez une position prise, je ne peux pas. Pas du tout. On a des questions. Mais posez votre question, je réponds. On y va. Vous avez empêché l'autre question. Je vous accuse de vous éterniser à la tête de la FESABAG. Merci. Ça fait des années que vous y êtes. Oui. On pense que c'est l'heure de la retraite. Oui. Récemment, il y a une décision de justice qui a rétabli dans leurs droits Marie-Yvonne et l'autre Baldé dans leurs... Les trois, pour qu'ils reviennent dans la FESABAG. Très bien. On vous accuse d'avoir empêché que cette décision de justice soit appliquée sur le terrain afin que ceux-ci reviennent à la maison. Est-ce que vous vous opposez à l'application des décisions de justice? Vous avez tellement insisté que je vais vous répondre. Allez-y, j'y tiens beaucoup. La FESABAG est une association. Où on entre librement, on en sort librement. Vous ne pouvez pas être à la FESABAG. Vouloir aimer la FESABAG, insulter tout le contenu de la FESABAG. Cette femme, la femme à Oulianou, elle nous a insultés pendant une année. Nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Et les textes que nous avons dans ces dispositions imposent des sanctions. Quand vous faites ça, nous l'avons sanctionné. Le Congrès, à l'unanimité, le Congrès qui entérine toutes les sanctions, a voté pour cette résolution en disant qu'elle quitte. Décision qu'elle peut contester. Non, laissez-moi finir. Qu'il quitte l'USTG. Les grandes gueules. Le jugement dont vous parlez. Aujourd'hui, vous savez, à la cour d'appel de Conakry, ils vont chercher leurs gosses là-bas. Parce qu'ils ont des relations, c'est une parodie. Et justement. C'est une parodie. On a bien. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. C'est une parodie de justice. Justement. Et on ne peut pas imposer à une association. Parce qu'elle ne vous arrange pas. Non, pas du tout. Tu peux pas. Nous sommes ici une famille. Lui, il n'aime pas cette famille. Est-ce que vous allez l'imposer d'être dans la famille? Dès l'instant où la justice prend une décision d'être obligé de l'appliquer. Non, nous ne pouvons pas l'appliquer. C'est une obligation pour vous. Non. C'est la justice qui décide. C'est sans fondement. C'est une parodie. Oui, la cour d'appel. Oui, la cour d'appel. Vous imaginez qu'en ce qui concerne lui. Monsieur Sow, vous remettez en cause les décisions de justice. Une question, parce que moi je me suis renseigné. Je vous aime. Monsieur Sow, moi je me suis renseigné par rapport à cette question-là. Ouais. Et je sais. C'est nous qui ne sommes pas informés. Non, mais excuse-moi d'avoir fait mon travail, mon cher Antoine. Il y a les informés dans la voilà. Excuse-moi d'avoir fait mon travail. Non, mais qu'il m'excuse d'avoir fait mon travail. On ne peut pas imposer quelqu'un dans une association. Monsieur Sow, je me suis informé, contrairement à certains ici, moi je me suis informé, et il s'avère que la cour, mais foutaise si tu veux, mais c'est la réalité. La cour s'est déclarée incompétente face à ce jugement-là. Est-ce vrai ou pas? Est-ce vrai ou pas? Non, j'insiste. Voici la preuve qu'il n'est pas informé. Non, il est informé. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Le seul tribunal qui est censé juger les affaires syndicales, c'est le tribunal du travail. Merci. C'est uniquement le tribunal du travail. Dans le cas par exemple de l'USTG, le tribunal du travail a dit qu'ils n'ont pas qualité à porter plainte contre nous. Ils sont allés à la cour de Kaloum. Non, de Kaloum. Kaloum a dit incompétent. Ils sont allés à la cour d'appel. Ils ont utilisé leurs relations pendant que notre avocat, Maître Béavogui, avait recusé l'ensemble de la cour. Et en catimini, attention, en catimini, le jugement a été rendu sans que personne ne soit au courant. Oui. Donc, nous, dites-nous, parce que nous... Monsieur Sow, ce n'est pas la seule décision que vous rejetez. Non. Contre Abdoulaye Camara aussi. Vous êtes même allé jusqu'à menacer d'appeler à une grève parce qu'on vous a donné tort à la cour d'appel. Je vous ai écouté, j'ai écouté votre développement ici par rapport à ce sujet. Parce que nous suivons J'étais un peu gêné. Oui. J'étais un peu gêné de votre développement. D'abord, il faut connaître le dossier. Il faut aller dans la profondeur du dossier. Il faut recouper les choses pour comprendre ce qui se passe. Oui. La cour d'appel n'a pas compétence à juger les affaires syndicales, donc, y compris le tribunal.
Il n'y en a pas. La justice ne doit pas s'intéresser à ce que vous faites. Il y a dans le monde entier. Ce problème-là s'est posé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est le tribunal du travail et la représentativité. D'accord. La représentativité. La Cour d'appel n'a pas compétence à juger des affaires syndicales. C'est un développement que vous seuls connaissez. Voilà. Parce que vous ne maîtrisez pas. Nous avons maîtrisez pas ce dossier. Monsieur Sono, vous ne maîtrisez pas ce dossier. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous avons suivi depuis le début. Vous nous invitez, nous suivons, nous couvrons vos activités. Les deux congrès, nous les avons suivis. Monsieur Guirassi, nous avons demandé, le bureau exécutif de la FESABAG a demandé à ce que Moussa Moïse, qui est un journaliste d'investigation, et au niveau de l'USTG, viennent prendre les dossiers pour analyser ces dossiers. Et vous verrez la vérité. Bien. Tout ce que moi je peux vous dire, la Cour d'appel n'a pas compétence à juger. Bien. Merci beaucoup. Allez-y, Tamada, la question. Nous, on n'a peut-être pas la maîtrise du dossier, mais il y a quelqu'un qui en a la maîtrise et qui souhaite vraiment, cette fois, un débat face à face avec vous, où personne ne se défilera. Et c'est bien Madame Yvonne Koumbassa. Est-ce que vous seriez intéressé définitivement à finir cette histoire ici même sur notre plateau, que chacun en ait finalement le cœur net pour le bien du mouvement syndical en Guinée? Voilà. Et Madame Yoro va conduire le débat face à face, vous deux, l'autre là, si vous le voulez. Je dis non. Ah ben voilà. Je ne viendrai pas. Ok. Parce que, attention, je ne viendrai pas. Vous avez vu la fois de Neka. Non, c'est bon. Moi, j'aimerais bien. C'est une frustrée. Elle est haineuse et frustrée. Je vois de l'animosité dans le mouvement syndical aujourd'hui. Deuxièmement. Pourquoi? Quelle est l'origine de cette haine? Parce que quand on écoute les uns et les autres, on sent, est-ce que ça c'est pour l'intérêt des travailleurs? Pourquoi cette animosité, à votre avis? D'où tout cela est parti? Elle a eu un comportement antinomique à nos valeurs. Le bureau exécutif national et le conseil syndical de la FESABAG l'a sanctionné. Bien. Et elle n'est pas au-dessus de la loi. Voilà. Marie-Yvonne. Ils ne sont que 3 sur 37 membres. Mais je suis désolé, mais lui non plus. Moi, je ne prends pas parti. Jacques, calmez-vous. C'est vous qui le dites. Vous avez critiqué la justice ici. Monsieur Jacques Lewa a critiqué au sein du FNDC la justice ici. Écoutez, vous parliez tout de suite de Jean White. Mais vous ne devez pas vous opposer aux décisions des justices. N'a pas compétence. Allez, continuez le débat chez vous. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.